Alors bonjour à tous, enfin bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'émission Wall Street Insider, 15h18, merci d'avoir patienté, rassurez-vous, il y avait donc du son et de l'image, simplement j'avais pas lancé l'émission. Alors aujourd'hui je suis un peu pris en étau puisqu'il y a beaucoup de chiffres, il y en a un dont nous avons pris connaissance à 14h15 ou 30, je sais plus, enfin bref, dans ces eaux-là, les chiffres de création d'emplois aux États-Unis selon l'ADP inférieurs aux attentes. Mais somme toute quand même suffisamment solide, au-dessus de 200 000 créations d'emplois pour ce qui est du solde net. Et puis vont suivre à 15h45 l'indice PMI du secteur des services aux États-Unis en estimation finale pour le mois de novembre selon Markit, et le même chiffre 15 minutes plus tard selon l'ISM. Traditionnellement, le chiffre de l'ISM a un impact plus fort sur les marchés financiers. À 16h, c'est aussi une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada, avec un taux d'intérêt directeur attendu inchangé à 1%. Cependant, depuis quelques séances, il y avait des stratégies d'achat à mettre en place sur le dollar canadien, enfin en tout cas sur certaines paires de devises. On vous a parlé du CAD yen. Il y avait encore le CAD CHF, avec un important niveau de support que j'avais mentionné en début de semaine, et d'autres. Je pense qu'il est temps de sécuriser des gains en amont de cette décision de politique monétaire. Nous allons passer en revue ces paires en dollars canadiens. Dollar américain lui reste fort. D'ailleurs, d'une certaine façon, il a effectué un pullback encore suite à ces chiffres de l'ADP. Et je n'oublierai pas le cas de l'USD CAD. Et enfin, à 16h30, les stocks de pétrole aux États-Unis avec un impact attendu sur les cours du pétrole, notamment le brut US, à travers notre contrat US Oil. Voilà donc pour le calendrier, vous l'avez sous les yeux. Je ne sais pas si on sera encore ensemble en émission à 16h30, mais on va faire en sorte de tout préparer. Alors comment est-ce que ça se passe? On va se concentrer uniquement sur les charts intraday. En tout cas, j'estime que l'horizon de temps 4 heures est le plus à même d'offrir des opportunités de trading. Je pense que c'est un horizon de temps qui permet d'avoir en tête la tendance de fond et en même temps d'identifier des points d'intervention. Alors on va commencer par les matières premières. Pourquoi commencer par les matières premières? Eh bien, si vous avez parcouru notre site ce matin, vous avez deux articles qui mettent en évidence deux choses qui me semblent importantes sur les matières premières. Tout d'abord, le manque, à court terme en tout cas, la disparition de la corrélation négative historique entre le prix des matières premières et le dollar américain. C'est notamment quelque chose qui a été mis en évidence ce matin par notre analyste Adrien Raymond en mettant en avant une table de corrélation sur 200 périodes de 5 minutes entre les métaux précieux notamment et le dollar US pour montrer que depuis quelques heures, les métaux précieux ne sont plus impactés négativement par les nouveaux sommets du dollar US. Et puis, j'ai tenté, en ce qui me concerne, de mettre en avant des indices composites de matières premières. Ces indices composites sont utilisés dans les salles de marché, soit l'indice CRB, soit l'indice Continuous Commodity Index. Bon, la tendance est baissière, c'est clair, mais on atteint un certain nombre de niveaux de support. Ce premier indice que vous avez sous les yeux est équipondéré, c'est-à-dire qu'il ne donne pas l'avantage à l'énergie, mais aussi bien les matières premières agricoles que les métaux industriels, précieux, l'énergie, bref, tout a, je dirais, un poids équivalent. Et puis nous avons l'indice CRB, plus traditionnel, plus utilisé, mais dont le désavantage serait, et est plutôt le poids, je trouve, trop important de l'énergie, notamment des pétroles. En tout cas, voilà deux choses que nous mettons en avant. Cette séance particulière du lundi 1er décembre, qui a vu un phénomène de paroxysme des ventes sur les métaux précieux. Cette séance du lundi 1er décembre qui a vu le Brent et le WTI tenter d'engager un rebond technique depuis des niveaux de support majeurs. Et enfin, cette nouvelle étanchéité au nouveau sommet du dollar américain. Bref, un ensemble d'éléments qui nous invitent à envisager quelque chose qui ne serait pas défavorable aux matières premières, en tout cas la première quinzaine du mois de décembre. Alors ça, ce sont des stratégies qu'on vous propose depuis le début de la semaine. Je vais donc en faire la synthèse et puis envisager la suite des événements. Alors on va commencer par les cours des métaux précieux. Doit-on considérer que les métaux précieux sont sous résistance ou au contraire dans les starting blocks? C'est tout à fait différent. Dès lors qu'ils seraient dans des starting blocks, cela signifierait qu'ils seraient en mesure, à nouveau, d'inscrire une séance haussière. Le point commun de l'argent et de l'or, c'est qu'ils ont inscrit une jambe de hausse lundi, avec de beaux chandeliers journaliers. Des chandeliers journaliers porteurs d'espoir. D'autant plus que depuis, ces deux marchés construisent une période latérale, sous la forme de petits chandeliers, sous une résistance descendante. Et donc d'une certaine façon,
j'ai l'impression que nous avons là l'amorce de ce que pourrait être une réplique de cette séance du lundi 1er décembre, mais plutôt du côté positif. Et en clair, voir l'argent capable de casser la résistance des 16,70 pour aller chercher les 18. Cependant, pour le moment, nous sommes sous résistance, c'est un fait. Alors nous verrons bien. En tout cas, par rapport à un certain nombre d'éléments de marché que j'ai tenté de rassembler maintenant, je ne serais pas surpris de voir l'argent capable de mettre une nouvelle jambe de hausse et au fond d'effectuer un simple pullback en direction des 18 $. Les 18 $, c'était les précédents points bas annuels, et nous n'avons jamais eu de pullback, c'est-à-dire de test de la résistance. Alors au fond, pourquoi pas envisager ce scénario dès lors que ce marché tiendrait les 15,90. Sur l'or, c'est la même chose, et je n'oublierai pas aussi les cours du platine dont nous vous avons beaucoup parlé au-dessus des 1185 $, avec là aussi une configuration graphique que je trouve plaisante et la possibilité de rejoindre à nouveau les 1250 $. En ce qui concerne les cours de l'once d'or, sur le plan graphique, j'ai une préférence pour l'argent. Cependant, la configuration est similaire. On a une séance de lundi qui est très particulière, avec un chandelier journalier qui est très différent des précédents chandeliers. Je n'ai pas les données de volume, mais j'imagine que le volume a été important lundi 1er décembre. Alors c'est important de connaître les données de volume, parce qu'un volume qui serait suffisamment élevé, ça participerait des caractéristiques traditionnelles de ce phénomène de paroxysme des ventes. Qu'est-ce que c'est un paroxysme des ventes? C'est par exemple ce que vous avez eu le jeudi 16 octobre sur les indices boursiers. De nouveau plus bas, accompagné d'un important volume, très rapidement suivi d'une succession de séances de hausse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Donc il faut modérer, je dirais, les ardeurs positives et constater que pour l'instant, nous sommes sous des résistances descendantes. Il est vrai. Reste que, je n'exclus pas la possibilité que le marché s'en affranchisse et rejoigne, par exemple, sur l'or, les 1240 $. Nous verrons bien. Pour le moment, le signal n'est de toute façon pas donné et nous sommes sous ces résistances. Mais en tout cas, voilà un peu ce sentiment que j'ai. Nous verrons bien. Maintenant, les cours de l'énergie, les pétroles. Alors, les pétroles m'intéressent là aussi depuis cette séance du 1er décembre, qui a certaines caractéristiques, et notamment le fait que les marchés tentent de tenir des niveaux de support, cette fois-ci, qui sont majeurs. Alors, vous allez me dire, des niveaux de support majeurs, il y en a eu plein sur les pétroles. Ça, c'est certain. Et c'est pourquoi ce scénario ne concerne que le court terme, en gros la première quinzaine du mois de décembre, et pas au-delà. Il serait invalidé forcément si on cassait les points bas du 1er décembre. Le Brent est le contrat énergétique qui propose le support majeur le plus évident. Pourquoi? Parce que c'est un niveau horizontal. Il se trouve à 68 $. Et la question qu'on se pose, est-ce que 68 $ peut permettre l'émergence d'un rebond technique, je dirais, ample? Par exemple, rejoindre 75 $. Alors, c'est une anticipation audacieuse qui est loin d'être confirmée. On a eu un rebond sympathique ici entre 68 et 73 $ sur le Brent. On forme un support court terme à 70. Il y a deux possibilités, en fait trois. Et puis à laquelle je vais donner ma probabilité. Le premier, c'est de retomber en ligne droite sur 68 et de tout casser. Je dirais que c'est le scénario qui s'inscrit dans le sens de la tendance, mais je ne lui donnerai pas la probabilité la plus forte. Ensuite, il y a le second scénario qui serait de tenir 70 $ sur les cours du Brent, 50% de retracement de la jambe de lundi, et de retendre en direction des 73,38. Et enfin, troisième scénario qui serait celui d'un nouveau test des 68 et d'un second rebond. En clair, il y a 3 cas de figure possibles. Personne, je dirais, n'a de boule de cristal. L'idée, c'est d'intervenir au contact de seuils importants. Et donc, toujours pareil, de vendre sur résistance, d'acheter sur support. Nous verrons bien cet après-midi avec les stocks de pétrole aux États-Unis. En tout cas, ce qui est certain, c'est que comme les métaux précieux, les cours du pétrole sont depuis lundi étanches au nouveau sommet du dollar US. Et on le sait, l'appréciation du dollar américain a été si ce n'est le facteur fondamental de baisse du prix des matières premières. Il n'y a bien sûr pas que ça, il y a aussi un cycle de la demande qui est sur un plus bas.
de plusieurs années. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose que j'observe et je pense que on peut avoir au moins un flat, une période de pause dans cette phase de baisse des contrats de matières premières. On verra bien sur les métaux précieux, nous verrons bien sur les cours des pétroles. En tout cas, tant qu'on tient les 50% de retracement de cette jambe ici du 1er décembre, ça peut relancer. Après, nous verrons bien la suite des événements. C'est un peu le même cas de figure sur le WTI. Le niveau des 50% de la jambe ici du 1er décembre se trouve à 68,70 $. Alors, c'est un peu le pivot. 68,70, ça tient, on peut revenir à 70 voire au-delà, ça casse, on retombe sur les 63, 71. Ce sera exactement le même cas de figure sur le Brent avec le niveau des 70 $. Alors vous comprenez que on soulève un certain nombre de questions, on ne remet pas en cause les tendances baissières de fond, mais on s'interroge parce qu'il y a des nouveautés techniques et notamment cette nouvelle, et probablement de court terme, non-corrélation négative avec le dollar US. Et de là est partie notre réflexion. Voilà en ce qui concerne l'ensemble de ces contrats de matières premières. Maintenant, on va passer en revue les indices boursiers. Alors, moi ce matin, je vous ai proposé un article sur les indices boursiers mettant en avant le fait que ces marchés construisent des flats. Une période latérale qui dure depuis une semaine et qui permet à un indicateur au momentum intraday de se dégonfler. Et l'idée, c'est que plus dure cette phase de transition latérale, plus la probabilité d'inscription de nouveaux plus hauts augmente. Cette phase de transition latérale, elle se fait sous des niveaux de résistance importants. Une ligne de tendance baissière qui joint tous les sommets annuels du CAC depuis le printemps dernier. Un niveau horizontal à 4400 points, les 10 050 points sur le DAX. Et pourtant, le marché se contente d'un flat. Les indicateurs sont-ils dégonflés ? Nous sommes à mi-parcours. J'observe le RSI H4 du CAC 40. Nous sommes à mi-parcours de ce processus de dégonflement. Lorsque je regarde le DAX, nous sommes aussi à mi-parcours d'un processus de dégonflement du momentum. Et donc en clair, aujourd'hui par exemple, ce marché latéral peut tout à fait durer. Et nous pouvons rester dans les ranges. Donc c'est toujours difficile de répondre entre soit des prix qui sortiraient par le bas des ranges pour effectuer un pullback sur la moyenne mobile à 20 jours, 9600 points sur le DAX, bas de canal, et donc un CAC qui reviendra à 4290, ou est-ce qu'on va continuer de dériver à plat et faire finalement une première semaine de décembre non significative? C'est la question qu'on peut se poser. En tout cas, je dois admettre que pour l'instant, nous sommes sous résistance, 4400 points sur le CAC, et les sommets historiques sur l'indice allemand, et pour l'instant, eh bien, je ne peut pas trancher puisque cette phase de dérive latérale continue. Alors il y a d'autres indices qui m'intéressent. Je vous invitais notamment à vous intéresser au canal haussier H4 sur l'indice suisse SMI. Alors il est représenté chez nous par le contrat SUI 30. L'indice suisse est actuellement le plus fort en Europe. Il est plus fort que le DAX. Sur le court terme en tout cas, au moins aussi fort. Et donc lui aussi, tranquillement, il tend vers ses sommets de l'année 2007. Il y a le Nikkei un peu qui est aussi dans ce cas de figure. Ensuite, en ce qui concerne les marchés actions US, parce que Wall Street vient d'ouvrir depuis 2 minutes, en ce qui concerne les marchés cash, je vous ai invité hier à vous intéresser à une stratégie d'achat du Nasdaq 100 à proximité des 4275 points. Je vous invite à prendre des bénéfices. La ligne de tendance haussière, elle a fonctionné. Mais je pense qu'en utilisant en fait des graphiques journaliers, j'ai quand même le sentiment que nous pourrions avoir peut-être des pullbacks un peu plus profonds sur ces indices US. Donc je pense que mieux vaut prendre des bénéfices si vous avez pu mettre en place hier des stratégies positives sur le Nasdaq ou le Dow Jones. Hier le Dow Jones, il y avait la possibilité d'acheter la ligne de tendance. On revient chercher 17 900 points, on est sous résistance, mieux vaut prendre ses bénéfices, sachant qu'en données journalières, on a quand même la possibilité à un moment ou à un autre d'effectuer un pullback un peu plus profond. Enfin voilà, de toute façon, pour l'instant, la semaine, elle n'est pas très significative ici sur ces marchés actions, donc dès lors qu'on est sous résistance et qu'on a pu mettre par exemple des stratégies d'achat en début de semaine, je pense qu'il faut prendre ces bénéfices surtout avant le bal des banques centrales.
Alors d'ailleurs lundi prochain à 18 h, j'en profite pour vous rappeler qu'on étudiera ce processus du rallye de fin d'année sur un plan historique, et puis on essaiera surtout de comparer le mois de décembre actuel, le mois de décembre 2014, et de le comparer au précédent mois de décembre, pour voir un peu où nous en sommes et voir si on pourrait finalement simplement appliquer ce que serait un mois de décembre schématique. Donc ça, on en parlera lundi prochain. Alors pour les indices boursiers, je m'intéressais aussi au cas de l'IBEX et du MIB. Alors l'IBEX, ah bah ça y est, bah écoutez c'est parfait. Donc l'IBEX est sorti par l'eau d'un fanion. Alors je vous ai parlé hier de ce fanion en données 4 heures, vous invitant à viser les 11 000 points. Nous sommes à 10 876 points, donc je suis assez satisfait. C'était vraiment de l'analyse technique pure. Sur l'IBEX, on a fait une jambe de hausse, une phase latérale, et donc nous avons cassé les sommets du 25 novembre à 10 787. Donc désormais, si vous êtes dans cette stratégie d'achat de l'IBEX, eh bien le stop doit être remonté sous le nouveau support des 10 791 points. Voilà, c'était vraiment de l'analyse technique sur cet indice. Et puis si vous voulez prendre des bénéfices, parce que vous voyez d'autres indices peut-être plus importants sous résistance, vous pouvez. Ou sinon vous le traitez de manière indépendante et vous remontez le stop en dessous de ce nouveau support des 17 791 points. Le MIB ne présentait pas la même opportunité de chartiste que l'IBEX, et donc je l'ai donc exclu hier d'une stratégie éventuelle. Alors bien sûr, on va en venir au Forex et probablement à ce qui vous intéresse, j'imagine, la paire euro-dollar. L'idée c'était de patienter. Pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé d'abord de l'euro-dollar? Parce que le signal de trading a été donné ce matin, donc forcément j'arrive un peu après la bataille. Si ce n'est que nous avons des statistiques à 15h45 et à 16h qui sont susceptibles de le faire réagir. 1, 2, breakout. Premier test des 1,2350, on a eu un rebond. Deuxième test, on avait eu un rebond. Le troisième test est généralement celui qui réserve le moins de probabilité, dans le sens d'une inversion. Et finalement, on repart dans le sens de la tendance en cassant les 1,2350. C'est pas compliqué, l'euro-dollar, il suffit d'aller chercher les niveaux de support de l'été 2012. Donc vous revenez dans le temps avec vos graphiques et vous allez chercher les niveaux de support horizontaux du mois d'août 2012. Vous avez aussi une moyenne mobile mise en évidence par notre analyste Adrian, la moyenne mobile à 200 périodes je crois. En tout cas ce qui est certain c'est qu'en utilisant les niveaux horizontaux, 1,2280 $, est un niveau horizontal. Et donc c'est probablement un objectif de cours. Maintenant, sur le court terme, généralement lorsqu'on fait une cassure, il faut la confirmer, et donc c'est effectuer un pullback. Un pullback, ce serait de revenir tester les 23,57, les 23,60. On a besoin d'une clôture journalière pour affirmer qu'il s'agit maintenant d'une résistance solide, mais en tout cas en utilisant les chandeliers 4 heures, un 23,57 a aujourd'hui changé de statut. Ce n'est plus un support, c'est une résistance. Alors maintenant il est temps d'évoquer toutes les paires de devises qui peuvent vous intéresser. Je vais commencer par le dollar canadien parce que nous avons à 16 h une décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Alors l'économie canadienne elle est solide, l'économie canadienne elle est très solide comme son homologue nord-américaine qui est celle donc des États-Unis. Les récents chiffres macroéconomiques étaient favorables, le régime des prix aussi. La croissance économique elle est tout à fait solide, hein, c'est une économie qui est plutôt forte. Cependant le dollar canadien a quand même été pénalisé par l'évolution du prix du pétrole, mais de manière au fond assez résiduelle. Quelles sont les stratégies qu'on vous a proposées? Faut-il prendre ces bénéfices? Nous avons proposé une stratégie d'achat à travers une idée de trading, c'était mardi je crois, sur le CAD yen. Prenez vos bénéfices, c'est un beau trade. On est sorti par le haut, on arrive à 105. Alors peut-être qu'on fera des nouveaux sommets, hein, mais personne ne le sait au fond. Donc je pense que quand on réalise un trade de 150 pips gagnant, c'est pas mal de sécuriser des gains ou de sacrément remonter les stops. En tout cas, le CAD yen est une stratégie d'achat qui est un succès. Je vous ai en ce qui me concerne proposé une stratégie d'achat sur le CAD CHF sur le support des 0,8420. Je dois être honnête, hier, sous la résistance des 0,8532, je vous ai dit de prendre des bénéfices, et pourtant on a cassé la résistance à 0,8530. Elle est désormais support, mais là on voit aussi que la volatilité commence à augmenter sur le dollar canadien, puisque une décision tombe dans 22 minutes.
Donc, bon bah moi je ne suis plus dans ce mouvement puisque je vous ai dit de sortir hier, mais en tout cas, le CAD CHF, c'est comme l'Eurocad, hein. C'était compliqué, mais il y avait des niveaux horizontaux, sympa. Et d'ailleurs, l'Eurocad, lui, il a rejeté sous la résistance des 1,4268, mais il revient sur les 1,40. Donc, je pense que si vous avez shorté l'Eurocad, il faut aussi prendre des bénéfices avant la décision de politique monétaire de la Banque centrale du Canada. Le CAD CHF, le CAD Yen, la UDCAD. Alors, la UDCAD, écoutez, pas grand chose à dire si ce n'est qu'il y a un niveau horizontal qui fonctionne à 0,9558. Est-ce que les 0,9558 sont un niveau historique? Oui. Il s'agit d'un pivot pour les cours ici, en date du 6 janvier 2014. La UDCAD réagit plutôt bien sur ce niveau horizontal. Bon, c'est pas non plus... on teste le niveau. Pas une grosse conviction sur cette paire de devises qu'est la UDCAD. Et est-ce que j'ai d'autres paires en dollars canadiens dont je souhaiterais vous parler? C'est l'USDCAD. Donc l'USDCAD, aujourd'hui, il forme un support à 1,1368. C'est surtout le dollar américain, hein, qui a fait des nouveaux tops ici. Y a-t-il un timing là tout de suite maintenant sur l'USDCAD? Je vois pas vraiment de timing particulier. Le dernier, je dirais, niveau d'intervention, c'est lorsque les cours sont revenus sur ce support des 1,1327. Alors maintenant c'est toujours bien orienté, c'est bullish, mais au niveau actuel des cours, honnêtement, bon, dans le sens de la tendance, on peut en effet revenir chercher les récents plus hauts, ça c'est sûr, hein. Mais là, et je pense qu'on peut privilégier ce scénario tant qu'on tient le support des 1,1368. Il n'y a malheureusement pas là de timing. Au final, j'ai d'une certaine façon l'impression que les trades sur le dollar canadien, ils étaient à faire avant la Banque centrale. C'est-à-dire que depuis lundi, il y avait quand même des opportunités sur différentes paires de devises. Voilà. Alors, l'AUD NZD, alors, on n'en a pas beaucoup parlé, cependant la nuit dernière les chiffres du PIB australien ont été publiés. Ils sont ressortis inférieurs aux attentes. Le dollar australien a reculé, mais finalement pas tant que ça. Pas tant que ça. Donc d'une certaine façon, je continue de considérer que l'AUD NZD est une opportunité d'achat au-dessus de la ligne de tendance haussière en place depuis le début de l'année. Pour le moment, le marché n'est pas allé la chercher, donc soyez patients. Et actuellement, elle passe à 1,0731, 1,0732, donc je l'attends. 1,0732 pour une stratégie d'achat de l'AUD NZD. Alors, l'AUD CHF ou l'euro AUD, alors honnêtement, je ne sais absolument pas ce qu'est en train de construire l'AUD CHF. Il tient depuis les 0,8120, il fait un espèce de flat entre 0,8120 et 0,8230. Hier je vous en ai parlé, j'étais indécis, je suis toujours autant indécis sur l'AUD CHF, tout comme je le suis sur le court terme sur l'euro AUD. C'est quand même, enfin voilà, c'est assez compliqué. Alors forcément, si l'euro-dollar a cassé son support des 1,2357, il ne faut pas être étonné. L'USD CHF fait des nouveaux sommets. Alors, intéressant à noter, l'USD CHF, il a cassé la résistance à 0,9740. Il a déjà fait un pullback. Ça, faut le savoir. L'USD CHF, regardez, il a cassé la résistance et il a fait un pullback. Donc, il y avait une opportunité d'achat de l'USD CHF en fin de matinée, ici, cassure, pullback, et ça relance. C'est propre. Alors, il faut aussi que je prenne le temps de vous parler de la livre sterling parce que c'est une devise européenne qui n'est pas l'euro et qui est liée à une politique monétaire et une économie complètement différente. La livre sterling, lorsqu'on l'étudie en tant qu'une monnaie de manière générale, elle est bullish depuis un an et depuis le printemps dernier, elle fait un flat. Donc au final, elle conserve quand même une certaine force. Quels sont aujourd'hui les signaux de trading donnés par la livre sterling? Nous avons une cassure de résistance qui est très propre sur le GBP CHF. J'ai enfin la réponse à la question que je me posais sur l'euro GBP.
Le GBP CHF casse aujourd'hui les 1,5230. C'est un signal d'achat, il n'y a rien à dire. Et au fond, il est tout à fait concevable que le GBP CHF, d'ici demain, rejoigne la prochaine résistance. Ici, il y en a plusieurs, il y a disons 1,54. La livre sterling, étant donné que c'est quand même une monnaie forte, même si les perspectives de hausse de taux, elles ont quand même été repoussées dans le temps, je pense quand même que sur la livre sterling, il faut chercher des achats, mais pas face à n'importe qui. Et donc, je reviens sur ce qui constituait une idée de trading que je vous ai donnée hier dans mon émission Wall Street Insider et qui est un succès, l'achat du GBP Yen au-dessus des 186,12. Le GBP Yen a réalisé des nouveaux sommets annuels le 1er décembre, il a donné un signal d'achat, il a fait un pullback. Avec tous ces petits chandeliers où on a confirmé que les 186,20 étaient un niveau de support, et ça relance. Je visais 188 et je pense que nous y serons avant la Banque d'Angleterre. Et à 188, je vous dirais, prenez vos bénéfices. C'est un trade dans le sens de la tendance, avec juste des signaux d'analyse technique. Et si vous êtes à l'achat maintenant pour un stop suiveur, bah, vous pouvez le remonter sous 187, sous 186,92 pour viser 188. Et je pense que 188 sera atteint par le GBP Yen en amont de la Banque d'Angleterre. La livre sterling, il faut l'acheter forcément face aux devises les plus faibles. Donc face au GBP CHF forcément. Donc bah, l'euro GBP lui, bah voilà, hein, il a cassé son support à 0,79, hein, c'est comme ça, mais je pense que j'y reviendrai dessus dans le bas du range, vers 0,7750, 0,78. En tout cas, ma stratégie des 0,79, c'est un échec. On a tenu dessus, on a rebondi dans un premier temps de 80 pips, ça casse. Je m'interrogeais beaucoup, j'ai la réponse, elle a été donnée notamment par ce signal de trading propre sur le GBP CHF. Donc le GBP, il faut chercher à l'acheter, mais maintenant vous vous posez peut-être une question, faut-il acheter le GBP face au dollar américain? Et ça c'est peut-être la question qui vous intéresse le plus. Le câble, il suit une tendance baissière depuis le 15 juillet 2014. Elle est couverte par une ligne de tendance baissière chartiste, qui est propre, ligne de tendance baissière chartiste qui est renforcée par la moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 4 heures. En clair, tant que le GBP USD évolue sous la moyenne mobile à 200 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, ça reste baissier. Cependant, la livre sterling n'est pas l'euro d'ailleurs, il suffit d'observer la dynamique de l'euro GBP ou du GBP CHF pour voir que la livre sterling a le dessus sur l'euro. Faut-il continuer d'acheter le support à 1,57 sur la livre sterling? On a eu un test, 2 tests, 3 tests. Il va falloir à un moment ou à un autre franchir des résistances. Sinon, plus on fait un range au-dessus du support, plus on s'expose à une cassure par le bas. C'est finalement ce qu'a fait l'euro-dollar depuis le 15 octobre. Quel serait un signal vraiment positif sur le GBP si un jour il en donne un? Ce serait de briser cette ligne de tendance baissière. Et actuellement, elle passe à 1,5850. Et pour le moment, ça tient bien. Et je dirais que tout dépendra un peu demain du contenu du communiqué de presse de McCartney. Si ce communiqué de presse met en avant des éléments en faveur d'une hausse de taux au Royaume-Uni, on peut envisager quelque chose qui serait très favorable sur le GBP, mais encore une fois, mieux vaut se concentrer sur le GBP Yen ou le GBP CHF, ou d'autres encore. GBP USD, c'est un flat depuis le 14 novembre. Pourquoi? Parce que la livre sterling et le dollar US partagent un peu ce statut de monnaie forte. Hein. Mais bon, je m'intéresse toujours à ce support des 1,56 et 1,5625 sur le GBP. Après c'est un flat, il n'y a pas grand chose à en dire. Mais c'est vrai que tant qu'on tient le support, on peut envisager un nouveau test ici d'un 58,20. Pourquoi pas quoi. Mais bon, c'est vrai que le dollar US est tellement fort que c'est pas évident. Alors l'euro-dollar va rejoindre tranquillement les 1,2280. Alors d'ailleurs, je pense que les chiffres doivent être bons. Il suffit de regarder le dollar US. Quels sont les chiffres? Je vais les regarder tout de suite. Donc, alors l'indice PMI selon Markit ressort conforme au consensus, 56,1. Sauf que le marché va se concentrer essentiellement sur le chiffre de 16 heures. Le PMI selon l'ISM, c'est celui qui est le plus important. Je pense même que les chiffres de Markit sont relativement ignorés par les investisseurs et traders américains.
Donc on se concentrera sur celui de l'ISM. Pour le moment, le dollar US reste très bien orienté, notamment face aux devises européennes, à travers la baisse de l'euro-dollar ou la tendance haussière de l'USD-CHF, qui est probablement plus propre sur le plan de l'analyse technique. Je vais continuer le tour d'horizon des paires de devises. Qu'en est-il du GBP AUD? Le GBP AUD, je vous avais expliqué, en tout cas, que selon l'analyse technique, on pouvait viser la résistance à 1,8680. Le GBP AUD arrive sous résistance. Faut-il shorter la résistance des 1,8683? Alors, sur le plan de l'analyse technique, c'est une résistance. Maintenant, je serais quand même méfiant et je n'exclus pas un scénario de cassure haussière sur le GBP AUD qui pourrait intervenir demain par exemple avec la Banque d'Angleterre. En clair, si demain on a vraiment un discours très dur de la Banque d'Angleterre, moi je ne serais pas surpris que le GBP AUD fasse de nouveaux sommets qui seraient, je pense, alors ce ne seraient pas des nouveaux sommets annuels, mais peut-être tendre justement vers ces nouveaux sommets annuels. En tout cas, il faut surveiller les 1,8683. C'est une résistance, mais c'est un point d'accélération à la hausse si jamais les cours cassent les 1,8683 ici sur le GBP AUD. Alors hier, je m'intéressais au GBP NZD en vous expliquant qu'il y avait une stratégie d'achat dans la partie basse d'un canal H4. Il y a un objectif qui a été atteint à 2,01660 et j'ai l'impression que le GBP NZD est en train de casser une résistance. Donc là aussi, je pense qu'il ne faut pas shorter. Et je ne serais pas surpris que le GBP NZD remonte en direction des 2,03, la partie haute de ce canal. Il y a quand même un attrait pour la livre sterling, surtout pas face au, enfin surtout voilà face au yen, au NZD, à l'AUD, au franc, à l'euro, bref. On sent que le marché achète des anticipations de resserrement monétaire, en tout cas un discours plutôt affirmé de la Banque d'Angleterre demain. On verra bien. En tout cas, si vous étiez à l'achat du GBP NZD, on arrive sous résistance, il faut prendre des bénéfices ou remonter le stop, sachant quand même que ça peut casser à la hausse et qu'on peut aller à 2,03 quoi. Alors si le GBP NZD s'affranchit des 2,0150, ce serait un beau signal de trading et qui pourrait aussi bientôt se traduire par l'équivalent sur le GBP AUD. Alors d'ailleurs, qu'en est-il de la force relative entre le dollar australien ou le dollar néo-zélandais? Eh bien, c'est la paire de devises AUD-NZD. Je pense qu'au niveau actuel, à un moment ou à un autre, le dollar australien devrait surperformer le dollar néo-zélandais. On arrive quand même sur une ligne de tendance haussière depuis le début de l'année. Ça fait maintenant presque 2 mois que le dollar néo-zélandais, enfin pas 2 mois, ça fait 1 mois et demi que le dollar néo-zélandais surperforme le dollar australien. Et je pense que ça va bientôt changer. Et que le dollar australien sera plus fort. En clair, entre GBP NZD ou GBP AUD, faut peut-être, dans le sens d'une stratégie d'achat, il faut peut-être mieux s'intéresser au GBP NZD. Bref. Bon. L'AUD yen, il tient à nouveau les 100 yens, mais il reste dans un range entre 100 et 101,24. Vous avez peut-être à nouveau acheté les 100 yens, et ben dans ces cas-là, vous visez les 101,24. Alors, dans 8 minutes, il y a 2 chiffres importants qui vont tomber, le PMI des services aux États-Unis selon l'ISM et la Banque centrale du Canada. Donc un chiffre qui va impacter le dollar américain et une décision de politique monétaire qui va impacter le dollar canadien. Forcément, il y a une paire de devises qui va réagir, c'est l'USD-CAD. Sauf que, au niveau actuel des cours, je ne sais pas trop quoi vous dire sur l'USD-CAD. Hormis que mon graphique devient peu lisible tellement il y a de lignes de tendance. Donc en fait, ce que je devrais faire sur l'USD-CAD, c'est un clic droit et je vais supprimer tout. Voilà, je supprime tout et je repars avec un graphique vierge de l'USD-CAD. L'USD-CAD, le dernier signal de trading en date, et ça c'est toujours pas mal de tout supprimer, on y voit plus clair, il a donné un signal d'achat, l'USD-CAD, le 27 novembre, en sortant par le haut d'un drapeau. Généralement, lorsqu'on sort par le haut d'un drapeau, on met une jambe de hausse. La jambe de hausse, elle a déjà été inscrite par l'USD-CAD. L'USD-CAD, généralement, il fait une jambe de hausse, un flat. Une jambe de hausse, un flat. Il ne monte pas de manière verticale.
Là, il a mis une jambe de hausse, il est en train de faire un flat. Les deux derniers flats, ça a été des drapeaux. Un drapeau ici en octobre et un drapeau en novembre. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Aucune idée. Mais je pense qu'on est... je sais pas si on peut franchement en attendre grand chose sur le court terme. Voilà, voilà. Alors, est-ce que j'ai terminé mon tour d'horizon? Je check. Bon, le NZD-USD, il tente de se stabiliser sur 0,7765. Je suis assez mal à l'aise avec le NZD-USD. C'est un niveau horizontal, 0,7755. Ce qui me dérange un peu, c'est que j'ai l'impression quand même que le dollar néo-zélandais va bientôt sous-performer le dollar australien. C'est un espèce de range depuis les 0,60 entre 0,77 et 0,80. Moi, sur le dollar néo-zélandais, ce qui m'intéressait, c'était le NZD yen. Le NZD yen au-dessus des 92,65. On a eu une réaction sur 92,65 ce matin. On a gagné 40 pips. C'est pas transcendantal, mais bon, ça reste une paire en yens. Et je ne serais pas choqué que tant qu'on tient les 92,65, qu'on puisse aller chercher les 93,40. Je vous en ai parlé ce matin, c'est un petit trade pour prendre 50 ou 60 pips. Pas d'avantage, en tout cas pas pour le moment. Et voilà, alors maintenant je vais répondre à vos questions. Alors, bonjour Vincent, euro-dollar miam miam miam, j'imagine que vous êtes vendeur. Alors, l'euro-dollar, ok. Alors, qu'est-ce que je pense d'une stratégie d'achat de l'USD CAD pour viser les 1,16? Alors, bonne question, et on va étudier ça tout de suite. Moi, sur le court terme, bon, l'USD CAD, c'est sûr qu'il faut toujours l'acheter, mais sur support. Le problème, c'est que là, les niveaux de support me paraissent un peu loin. Vous proposez une stratégie d'achat à 1,1430. Sauf que là on est à 1,1397, donc c'est un peu complexe. Si je devais envisager une stratégie d'achat sur l'USD CAD, je chercherais davantage des lignes de tendance, peut-être un peu plus de long terme, pour éviter d'intervenir n'importe où. Les cassures haussières, il faut toujours se méfier avec cette paire de devises. Bon, on a ce canal là, mais qui passe un peu bas. On a une ligne de tendance. Ici, on a un support horizontal à 1,1310. 1,1310, c'est un niveau de support horizontal. Peut-être que c'est voilà. Si en effet on revient tester ce niveau, pourquoi pas. Ouais, 1,1310. Donc le prochain support solide sur l'eurodoll, c'est 1,20. Bah, il y a 1,23 forcément, mais c'est 1,2280. Alors l'USD yen, 120 yens, eh bien c'était l'objectif que je visais. Je me souviens avoir écrit une analyse quand on était à 113 en disant que je visais ça pour la fin d'année. Donc on n'y est pas encore, donc j'attends 120 yens. Et là en effet, je pense qu'il faudra sacrément prendre des bénéfices. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est quelque chose que montrait hier notre analyste Adrian, le fait que le yen index tenait quand même un niveau de support qui correspond à des plus bas de 2008, je crois, ou 2007. 120 yens, c'est un bel objectif de cours. À un moment ou à un autre, il faut savoir se détendre, surtout que le gap haussier du 3 novembre, il est à 112,70. On a fait un beau chemin. Il faudra prendre des bénéfices. Pas shorter, mais prendre des bénéfices. Mais là, je pense que 120 yens, on va y aller tranquillement, quoi. Il reste encore 30 pips. Alors, voilà. Donc, je laisse l'US dollar index. Je vais afficher l'USD CAD. Et puis, je vais afficher les cours du pétrole pour la suite des événements. Donc
on va avoir deux choses qui vont tomber d'un coup. Donc la décision de la Banque centrale du Canada plus un communiqué de presse et le PMI donc US selon l'ISM, on va voir l'impact. Donc là, le dollar US de manière générale, le cours du Brent au-dessus de son support à 70 $, et l'USD CAD parce que ce sera un peu la synthèse de ces deux événements qui ont lieu en même temps. Alors, moi j'avais une préférence pour le CAD CHF sur support en début de semaine, hein, ça c'est clair. Et le CAD CHF, il reste plutôt bullish, donc là on devrait quand même être en mesure de revenir chercher les 0,86 36 et tant qu'on tient 0,85 32 quoi. Et forcément si je pense ça du CAD CHF, c'est plutôt le contraire sur l'euro CAD. Après on va voir en fonction des chiffres, hein. Allez, c'est parti. Ça va tomber. Alors, le marché semble être en train d'acheter le dollar canadien. On voit que c'est volatile, hein. Vous avez le chandelier de l'USD-CAD. Alors si on voit plutôt un USD-CAD baissier, mais enfin là ça va dans tous les sens, donc on va voir, hein. Il est 15h59. Dollar index à gauche, Brent au centre, USD-CAD à droite. On va bien voir ce que cela donne. 16h, c'est parti. Donc ça va dans tous les sens. L'USD-CAD, je vois du rouge, du bleu, du rouge, du bleu, du bleu, du bleu, du bleu. Du rouge. Non, trêve de plaisanterie, bon, je regarde les chiffres. Alors, c'est parti. C'est quoi les chiffres? Vous avez les chiffres. Donc, alors le PMI selon l'ISM ressort à 59,3, donc il est très bon. Il est excellent même. Donc nous avons un dollar américain qui est acheté. On n'a pas de réaction particulière sur le dollar canadien, c'est même plutôt neutre. Donc au final, ce qui prend le dessus, c'est la tendance haussière du dollar américain. Donc l'USD-CAD relance. L'euro-dollar fait des nouveaux plus bas. Et l'USD-yen, eh bien, sera bientôt à 120 yens. Et je pourrais dire objectif atteint. Enfin bon, encore quelques pips. Encore quelques pips sur l'USD-yen. Voilà. Alors, une chose quand même importante à noter, c'est que le dollar américain est toujours bien orienté et qu'il va tenter de faire des nouveaux plus hauts. On est toujours aussi dans cette thématique de cette étanchéité des métaux, des matières premières. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de mouvement sur les matières premières, alors que le dollar US fait vraiment reste très vigoureux. Donc c'est quelque chose qu'on a mis en avant depuis ce matin, qui soulève la question de savoir est-ce qu'on peut faire un rebond technique plus fort. Pour le moment, on n'a pas franchi les niveaux qui permettent de répondre par oui. Donc, tant que l'argent il est sous les 16,70, ok, ça reste baissier, mais bon, j'ai pas forcément envie de shorter. Voilà, écoutez, j'espère que ce point de marché vous l'avez trouvé suffisamment complet. Il a été enregistré, il sera disponible sur notre chaîne YouTube d'ici une trentaine de minutes. Et à 16h30, je commenterai assez largement les stocks de pétrole sur la section news en temps réel. Merci à tous et à demain.